Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala khair mursalin. Alors la première des choses, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce module en physique quantique en SMP. J'espère qu'on va passer une bonne année, bien que la pandémie demeure toujours. Alors, ça sera donc le premier cours. Vous avez déjà le polycope déposé sur la plateforme modèle. Et là, on va essayer de raffiner un peu les équations, de ne pas traiter tout en détail. Alors, il s'agit donc du premier chapitre, rappel des formalismes mathématiques et des postulats. Alors, le rappel des formalismes mathématiques, en principe, donc, c'est un rappel. Qui dit rappel, ça veut dire que vous l'avez déjà fait en S4, en principe. Bien. Alors, la première des choses, c'est, pour un physicien, l'esprit d'un physicien, c'est en 3 étapes. D'abord, observer et comprendre les phénomènes physiques. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce que nous avons compris, on le met sous forme d'équations. Et la troisième étape, on résout ces équations. C'est-à-dire, on utilise des outils mathématiques, etc., pour résoudre ces matières. Et là, l'outil mathématique dont nous disposons pour la physique quantique, c'est ce qu'on appelle le formalisme mathématique. Alors, pour l'introduire, nous allons partir donc de ce qu'on appelle une fonction d'onde. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire qu'en physique classique, l'état est déterminé par la connaissance des grandeurs de la vitesse et de la position. Alors, pourquoi l'état il est entièrement défini? L'état, alors pour la première fois, je vais utiliser le mot en arabe pour dire que l'état est al-hala. L'état, par exemple, d'une voiture, est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il est au repos? S'il est en mouvement, est-ce qu'il est en mouvement accéléré ou mouvement uniforme? Donc, je dois connaître, si je veux définir l'état, si je veux caractériser l'état, je dois connaître la position et la vitesse. Qui dit la position et de la vitesse, j'ai dit qu'on peut déterminer, c'est-à-dire la trajectoire à tout instant. La connaissance de la trajectoire à tout instant. À tout instant. Et donc, quel que soit T, on peut déterminer de manière déterministe, sans équivoque, sans erreur, la position de la particule, puisque je peux déterminer la trajectoire. Les équations du mouvement donc nous permettent de connaître à tout instant l'état de la particule. Ça, c'est en physique classique. En physique quantique, cette situation, nous ne l'avons pas. En physique quantique, l'existence du principe d'incertitude, par exemple, delta X, delta P de l'ordre de H bar, eh bien, cette situation, donc, si le delta, je vous rappelle que delta, c'est l'incertitude, c'est l'erreur. Alors, les deux erreurs, ils sont reliés par cette équation, ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Si on connaît exactement la vitesse, c'est-à-dire avec précision, dans ce cas, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que delta est égal à 0. Si delta P est égal à 0, ça veut dire que delta X est infini. Si delta X est infini, ça veut dire que je ne peux pas connaître la position de la particule. On ne peut parler qu'en termes de probabilité. Donc, on n'est plus déterministe. C'est interdit, la notion, implique abandon de la notion de trajectoire. Abandon de la notion de trajectoire, et on ne peut parler qu'en termes de probabilité.
Ça, c'est donc la première des choses. C'est qu'en physique quantique, donc, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il va se trouver la particule, à cause donc du principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, une autre expérience qui nous permet d'aller plus loin, de voir comment va-t-on décrire l'état de la particule, c'est l'expérience des trous de Young, ou des fentes de Young. Alors, de quoi s'agit-il? Ça veut dire que vous avez un écran, on le perce de deux trous. Ici, c'est un écran d'observation, et on met ici une source de lumière. Une source de lumière qui diffuse de la lumière partout dans l'espace. Certaines lumières vont passer à travers les deux fentes F1 et F2. Alors, selon le principe du Gens, ce que vous avez vu l'année dernière en S4, c'est-à-dire c'est que ça, c'est donc la lumière émise par cette source. Les deux trous vont se comporter comme étant des sources secondaires. Autrement dit, la lumière qu'on va observer ici, c'est la lumière issue de F1, ça c'est F1, et ça c'est la lumière issue de F2. Ce qu'on observe sur l'écran, c'est le module au carré, ça c'est si psi1 est égal à I KR1, ça c'est l'onde qui décrit la lumière qui sort par F1, ça c'est l'onde qui décrit la lumière EIKR2, ça c'est la distance R1 et ça c'est la distance R2, et ce qu'on observe ici sur l'écran c'est psi1 plus psi2 module au carré. Voilà ce qu'on observe. On observe ce qu'on appelle une figure d'interférence. Il y a des franges brillantes et des franges sombres, Donc, si on veut expliquer ce phénomène d'interférence, ça, c'est ce qu'on appelle la frange brillante, ça, c'est la frange sombre. De la même frange brillante, si on veut expliquer ce phénomène, eh ben, on a dit que la lumière qu'on observe ici, c'est la somme des deux lumières issues de F1 et de F2. Bon. Alors, à partir de là, maintenant, si j'en mets la même expérience, si on refait la même expérience, mais que ce soit, au lieu que ce soit la lumière, ça sera toujours ici un écran, ici c'est des électrons. C'est des électrons qui vont partir. Alors, lorsqu'on refait donc la même expérience, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la lumière, c'est avec les électrons, eh ben, on observe aussi une figure d'interférence. Cela veut dire tout simplement, si on observe cette figure d'interférence, ben, ça veut dire que c'est une onde issue de F1, ça c'est psi1, et ça c'est une onde qui est psi2, et ce qu'on observe c'est psi1 plus psi2 module au carré. C'est exactement la même situation, et ça on le sait d'abord parce que la lumière, et là, c'est une onde, mais elle a le caractère corpusculaire. C'est ce qui a permis d'expliquer l'effet photoélectrique et l'effet Compton. L'onde, d'après, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que la lumière, c'était une onde électromagnétique et elle est aussi constituée de corpuscules qu'on appelle le photon. Les particules, ce sont des corpuscules, mais on peut leur associer une onde psi1 ici, psi2, et ce qu'on observe, c'est psi1 plus psi2. Donc, pour décrire l'état d'une particule, donc comme conclusion, on conclut la description, l'état d'une particule est décrit par une fonction d'onde, psi de R de t, dans le module au carré, où dp R de t est la probabilité, dp R de t est égal à psi de R de t module au carré fois dr3 de R, ça c'est l'élément de volume. Le module au carré, c'est la probabilité
probabilité de trouver la particule autour de R dans DR3, dans le volume DR3. Dans le volume DR3. Autour de R dans le volume DR3. Bien. Et que la superposition, ça c'est en conclusion, et la superposition de deux ondes, des ondes, est une onde possible. La superposition de des fonctions d'onde est une onde possible. Est une onde possible. Voilà sur quoi il repose l'appareil mathématique ou le formalisme mathématique. Il repose donc sur le fait que la fonction d'onde, ce qui décrit l'état du système, c'est une fonction d'onde. Cette fonction d'onde n'a aucune signification physique. Celui qui a la signification physique, c'est le module au carré. Et le module au carré, une fois DR3, il représente donc la probabilité. Et que la superposition, je vous rappelle qu'est-ce que c'est que la superposition, parce que ce qu'on observe là-bas, c'est psi 1 plus psi 2. Superposition, c'est on rajoute, ça nous permet de rajouter les fonctions d'onde. Bien. Alors la première remarque ici, à ce stade, la première remarque, c'est que lorsque vous avez une particule, elle est décrite par une fonction d'onde. La probabilité totale sur tout l'espace, de trouver la particule à l'instant t, à quoi est ça? On est sûr de trouver la particule puisqu'il existe. Elle est quelque part dans l'espace. Donc si j'intègre sur la probabilité totale, ben cette probabilité est égale à 1, implique psi et de carré, la fonction d'onde est de carré sommable. On dit que la fonction d'onde est de carré sommable. Et il appartient à un espace. Cet espace, il est de dimension infinie. On va prendre uniquement, on va se limiter aux fonctions d'onde qui sont continues, qui sont dérivables et qui sont de carré sommable, appartenant à un espace F, appartenant à un espace E. Bien. Avec ça, donc, on sait déjà que l'état du système est décrit par une fonction d'onde et cette fonction d'onde doit être de carré sommable parce que la particule, elle existe dans l'espace quelque part. Bon, bien. Alors, maintenant, premièrement, structure de E. Structure de l'espace E. De l'espace E. La structure de l'espace E. Alors, la superposition, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est la superposition, ça veut dire quoi? Implique que vous avez psi 1 appartenant à F, appartenant à E, et psi 2 appartenant à E, implique ben, lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 appartiennent à E. Et ça veut dire que E, systématiquement, ça implique que E est un espace vectoriel. Donc E, la structure de E, c'est un espace vectoriel. Sur cet espace, on définit le produit scalaire. C'est une définition. On définit le produit scalaire de deux fonctions, de deux éléments, de deux fonctions f, psi et psi, par, c'est une définition, par le produit scalaire phi fois psi, c'est l'intégrale sur tout l'espace, sur la variable spatiale. Le premier élément, on le prend en complexe conjugué, et le deuxième, on le laisse tranquille.
Voilà, donc ça c'est une définition. Ça c'est définition du produit scalaire de deux fonctions. C'est un espace, on est en train de voir comment manipuler ces fonctions dans cet espace. Alors la première des choses, donc, on définit le produit scalaire. Une fois que nous avons cette définition, nous pouvons voir les propriétés suivantes. Par exemple, alors les propriétés, alors la première des choses, c'est qui découle de la définition. Hein. C'est-à-dire, si vous avez phi et lambda 1, psi 1, plus lambda 2, psi 2, je vous rappelle que lorsqu'on va aller à l'introduire, on va remplacer ici, psi de R, ça va être lambda 1, psi 1 plus lambda 2. Il n'y a pas de complexe conjugué ici, donc c'est phi, c'est lambda 1. Phi fois psi 1, plus lambda 2, phi fois psi 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'après la définition, la deuxième fonction, on ne la touche pas. Par contre, si je prends lambda 1, phi 1, plus lambda 2, phi 2, fois psi, là, le premier élément, on le prend en complexe conjugué. Si je le prends en complexe conjugué, c'est lambda 1 étoile fois phi fois psi 1, plus lambda 2 étoile fois phi fois psi 2. Et là, j'ai oublié de le dire, ça, c'est un nombre complexe. Le produit scalaire, c'est un nombre complexe. Donc, on dit que le produit scalaire, il est linéaire à droite, et il est antilinéaire à gauche. Antilinéaire, on prend le complexe conjugué. Deuxième des choses maintenant, si je prends phi fois psi étoile, par exemple ici, si je prends le complexe conjugué, eh ben, ça donne la chose suivante, ça sera dr3 de phi fois de r fois psi étoile de r, ben, c'est-à-dire c'est psi fois phi. C'est-à-dire on renverse l'ordre. On avait phi fois psi, si je prends le complexe conjugué, ben, c'est psi fois phi. La troisième des choses, psi fois psi, à quoi est égal psi? Psi, d'après la définition, est égal c'est l'intégrale de dr3 fois psi module de r, de module de r module au carré, et ça c'est la probabilité totale, ça c'est la norme, probabilité totale, c'est la norme, Si la probabilité totale est égale à 1, bah, on dit que la fonction d'onde est normée à l'unité. Dernière propriété ici, c'est que phi, ça appartient à R. Phi fois psi égale à 0, bah, on dit tout simplement, puisque c'est un produit scalaire, implique phi et psi sont perpendiculaires. Psi et donc sont perpendiculaires. Bien. Alors maintenant, comme chaque espace, on vient donc de voir que E est un espace vectoriel. Sur cet espace vectoriel, on a défini le produit scalaire, c'est-à-dire la distance qui permet de trouver la distance entre deux éléments de l'espace. Et comme tout espace qui doit se respecter, il doit y avoir donc une base. On va définir les bases de E, base continue. On va définir donc, deuxièmement, c'est les bases orthonormées. Une base orthonormée. On va définir donc, il doit être muni des bases. Alors, premièrement, donc, c'est base discrète. Et par opposition, le 2,2, ça sera la base continue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base? Quand on dit un élément, un ensemble UI, forme une base. Alors, un ensemble I, il varie de manière discrète, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, un ensemble d'éléments UIR, d'abord, est orthonormé si
Premièrement, orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire orthonormé? Orthonormé, ça veut dire que si je prends deux éléments de l'espace, s'ils sont différents et sont orthogonaux, si c'est le même, ben la norme est égale à 1. Ça veut dire que le produit scalaire, si je prends UI, scalaire UJ, si je prends le produit scalaire, ortho, ça veut dire orthogonal, s'ils sont différents, donc c'est égal à 0. Ça, c'est égal, d'après la définition, c'est DR3 UI étoile R fois UJR, et ceci est égal à delta IJ. Ça, c'est égal à 1 si I égale à J, égale à 0 si I est différent de J. Si I est différent de J. Voilà qu'est-ce que ça veut dire la relation d'orthonormalisation. Ça, c'est ortho, le mot ortho, c'est orthogonal. Normalisation, c'est normé à l'unité, c'est-à-dire que le produit scalaire est égal à 1. Bien. Alors, maintenant, ça c'est orthonormé. Maintenant, forme une base. Cet ensemble forme une base, est une base. Base, si, pour psi appartenant à E, implique psi, il peut se développer de manière unique, somme sur CI fois UIR. C'est-à-dire, si le UI forme une base, ah ben, ça veut dire que je peux écrire un élément de l'espace de manière unique sur cet élément de base. Je voudrais juste vous rappeler ici, à ce niveau, il ne faut pas croire qu'on connaît déjà sa situation. Lorsque vous avez, par exemple, dans l'espace R3 dans lequel on vit, vous avez I, vous avez J ici, vous avez K ici, vous avez un point M ici, ben, le vecteur, et ça c'est O. Alors OM, c'est quoi OM? C'est XI plus YJ plus ZK. C'est exactement la même situation. Les X et les Y et les Z, c'est ce qu'on appelle les coordonnées, ou bien les composantes. I, J, K, c'était la base. Par exemple, X ici, à quoi est égal? Ben, X, c'est le produit scalaire de I fois OM. C'est la projection du vecteur OM. Je vous rappelle que le produit scalaire, c'est la projection. Le produit scalaire, c'est la projection. Donc, X ici, c'est I scalaire OM, Y, c'est Y scalaire OM, et Z, c'est K scalaire OM. On a exactement la même situation. Hein? XI, c'est-à-dire, on dit que I, J, K forment une base, c'est-à-dire que je peux développer un élément de l'espace, c'est-à-dire un point M, sous la forme XI plus YI plus ZK. Pour un autre point, il y aura d'autres composantes. Bien, donc c'est exactement la même situation où CI, bah, c'est UI scalaire psi. C'est la projection du produit scalaire. En effet, hein, pour ce dernier, en effet, par exemple, vous voulez voir, alors en effet, CJ, par exemple, à quoi est égal CJ? C'est UJ, IJ, par exemple, à quoi est égal UJ? UJ fois psi. UJ fois psi, c'est DR3, UJR étoile de R fois psi de R. Alors, on peut y aller, hein, on va l'écrire, hein, ça il faut y aller avec les calculs. C'est DR3, UJ étoile de R, fois somme sur I, CI, fois UIR. Fois UIR. Ça, c'est une somme continue, ça, c'est une somme discrète. Je peux faire sommer d'abord discret et ensuite continu, ou l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est somme sur I, CI, l'intégrale de DR3, CI. Alors, bon, c'est CI ici, somme sur I, CI, alors CI, l'intégrale de UJ, DR3, UJ étoile R fois UIR. Et ça, c'est exactement ça, c'est ce que nous avons dit. Ça, c'est donc somme sur I, CI, delta, IJ. Ah, vous l'avez encore devant vous au tableau, c'est delta IJ, et ça est égal à CJ. Voilà, donc c'est les composés, c'est exactement la même situation que ce que nous avons dans l'espace R3. Bien. Alors, pour en terminer,
Alors, pour en terminer, sous forme de remarque, relation de fermeture. Relation de fermeture. Alors, cette relation, c'est elle qui exprime que vous avez deux relations. La relation d'orthonormalisation, il exprime que les deux éléments de la base, ils sont soit, s'ils sont différents, c'est perpendiculaire. Si c'est la même chose, la norme est égale à 1. La relation de fermeture, c'est la relation qui exprime qu'ils forment effectivement une base. Ça veut dire que vous avez psi de R est égal à somme sur CI fois UR. On est d'accord? Donc, somme sur CI, or CI, C, UI fois psi. C'est-à-dire, si je développe, j'utilise la définition des produits scalaires, c'est DR3 UI étoile de R fois psi de R. Si j'utilise la définition du produit scalaire. R, sur la variable sur laquelle on intègre, c'est une variable muette. On peut la changer, ça ne change pas le résultat. Je peux mettre ici R', et ça donne la chose suivante, donc c'est somme sur I, CI, l'intégrale de DR3' fois UI fois psi de R', UI étoile de R' fois UIR fois UIR. La même chose, je peux faire intervenir les signes somme, c'est-à-dire somme et continu, ensuite discret, ou faire l'inverse exactement pareil. Alors, c'est somme sur I, somme, c'est DR3 de R', psi de R', fois somme sur I, UI, R' fois UIR. Bien, alors on termine donc ce petit calcul. On va intervenir donc le signe somme et le signe continu et le signe somme discret. Ça donne donc l'intégrale de DR3', UI psi de R' fois somme sur I, UI étoile de R' fois UIR. Donc on constate donc que psi de R est égal à l'intégrale de DR3' fois psi R2' fois cette relation. Or d'après les propriétés de la fonction delta de Dirac, delta de R, delta de Dirac, on a psi de R est égal à l'intégrale de DR3' fois psi de R' fois delta de R moins R'. C'est une propriété intégrale de la fonction delta de Dirac. Donc, si je prends cette fonction, et si on prend cette fonction-là, ici, les deux, si je mets les deux, bah ça implique tout simplement que vous avez somme sur I, UI étoile de R' fois UIR est égal à delta de R moins R', c'est la relation de fermeture. Relation de fermeture qui exprime que l'ensemble UI forme une base. Alors donc ça c'est la base discrète. Maintenant nous allons passer à une autre base, à deux sortes de bases. C'est ce qu'on appelle la base continue, cette fois-ci. La base continue. Et nous avons distingué deux cas. Premièrement, la fonction d'onde plane. Base des fonctions d'onde plane. Base des fonctions d'onde plane. Alors, lorsque nous avons, pour décrire donc la fonction d'onde, pour décrire l'état d'un système, il nous faut une fonction d'onde. Et nous avons vu que la fonction d'onde doit être de carré sommable. La probabilité totale de trouver la particule dans tel espace doit être égale à 1. C'est la physique. Alors, lors de la recherche de l'onde plane, la fonction d'onde la plus simple est du type
est de type psi égale à EIKX. Ou K, je vous rappelle que K, c'est le vecteur d'onde. K, en module K, c'est 2pi sur lambda. Hein. Ou K, c'est le vecteur d'onde, c'est le module de vecteur d'onde, c'est 2pi sur lambda. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Or, il se trouve que cette fonction, si je prends psi au carré, dx, n'est différent de 1 c'est l'infini, hein, c'est égal à l'infini, implique donc psi n'est pas de carré sommable. N'est pas de carré sommable. N'est pas de carré sommable. Alors, cette fonction, c'est vraiment la fonction d'onde la plus simple hein, avec laquelle on va travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? Implique donc pour décrire, c'est ce que vous avez vu l'année dernière, pour décrire l'état d'une particule libre, on utilise ce qu'on appelle un paquet d'ondes. On utilise un paquet d'ondes. Un paquet d'ondes, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une, on va prendre plusieurs ondes dont les vecteurs d'ondes ou donc K, elles sont très voisines. Et donc on va prendre ici psi de x est égal à l'intégrale sur dk, exponentielle donc ici l'intégrale sur dk, g de k exponentielle EIKX. Ça c'est donc la fonction d'onde la plus simple. Avec un facteur de coefficient, ici, c'est avec 1 sur racine de 2pi, un facteur de normalisation. Alors donc, on fait G de K, c'est le coefficient de pondération pour chaque onde. Pour chaque onde, il y a un coefficient de pondération. Et on intègre, c'est-à-dire on fait la somme sur plusieurs fonctions d'onde, et c'est ce qu'on appelle un paquet. Hein, un paquet où il y a plusieurs choses. Ça, c'est un paquet d'ondes, c'est pas un autre paquet. Alors, comme P égale H bar K, alors je vous rappelle que d'après de Broglie, vous avez à toute particule, on associe une longueur d'onde lambda est égale à H sur P, où H c'est la constante de Planck, et P c'est l'impulsion, implique donc P est égal donc à H sur lambda, est égal à 2pi, est égal à H bar fois 2pi sur lambda, et donc est égal à H bar K. Alors, comme P est égal à H bar K, P c'est l'impulsion, K c'est le module de vecteur d'onde, on peut réécrire, implique psi de x, peut être réécrit sous la forme, peut être réécrit sous la forme psi de x égale psi de x est égal donc à 1 sur racine de 2pi h bar, phi bar de p, vp de x, dp ou vp de x est égal à 1 sur racine de 2pi h bar, exponentielle ipx sur h bar. Sur h bar. Bien. Là, nous n'avons rien fait. Hein. Nous avons tout simplement, au lieu de prendre une fonction d'onde plane, nous avons pris un paquet, nous l'avons réécrit sur cette forme, et qu'est-ce qu'on constate? On constate la chose suivante. C'est-à-dire que cette lecture, ce qu'on paie de cette formule comme lecture, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que ça c'est un signe somme continue. Ça, c'est exactement la même chose, hein, si je vais écrire comme tout à l'heure. Bien, c'est somme sur CI, UI, ça c'était pour la base continue, pour la base discrète. Pour la base continue, ben nous avons exactement la même chose, c'est-à-dire que psi de x, il se développe suivant les éléments de base, suivant les VP de x, ça veut dire, donc, implique que psi de x se développe de manière unique sur les éléments, sur les VP de x, implique donc les VP de x forment une base. Les VP de x forment une base.
c'est une base, et les fibres ou les coefficients, ou les composantes ou les coordonnées sont données par analogie, avec la base précédente. C'est exactement la même chose que les coefficients. Phi bar de P est égal, donc ça sera tout simplement, c'est le produit scalaire de Vp fois psi. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est exactement le CI, c'était UI fois psi, le produit scalaire. Si j'explicite ce produit scalaire, c'est donc l'intégrale de Vp dr3, Vp étoile de x fois psi de x. Ça, j'utilise uniquement la définition de produit scalaire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement maintenant, si je le développe, c'est 1 sur 2pi h bar fois, c'est tout simplement dr3 exponentielle moins ipx sur h bar, un moins puisqu'il y a un complexe conjugué, fois psi de x. Et tout simplement, ça, c'est le transformé de Fourier de phi de x. Alors, donc, phi bar de P et phi de x sont transformés de Fourier l'une de l'autre. Alors, puisque c'est une base, il y a aussi la relation d'orthonormalisation. La relation d'orthonormalisation, c'est, on considère donc le produit scalaire entre deux éléments de la base, et il y a la relation de fermeture qui exprime que les Vp forment effectivement une base. Alors, la relation d'orthonormalisation c'est donc on prend le produit scalaire Vp', deux éléments de la base. Si j'effectue le calcul, donc c'est 1 sur 2pi h bar, l'intégrale sur tout l'espace de dx exponentielle i p' moins p x sur h bar. P' sur h bar. Et si on effectue ce calcul donc sur tout l'espace, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, en utilisant la méthode des résidus, ben, tout simplement c'est delta p' moins p, ou delta p moins p', c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est pair, la fonction delta du Dirac. Ça, c'est donc la fonction. Et la relation de fermeture, on somme sur tous les éléments de base, on somme sur tout, donc puisque ici c'est une somme, donc c'est une somme qui est continue, c'est l'intégrale. La relation de fermeture, c'est l'intégrale sur tout l'espace de Vp étoile prime Vp de x, Vp de x, V étoile de x, prime fois Vp de x dp. Et ça donne tout simplement, c'est delta de, si on effectue le calcul par la méthode de résidus, c'est delta de x moins x prime. Voilà donc la relation de fermeture et la relation de... Alors la dernière base ici, c'est, avec elle, c'est la fonction delta de Dirac. Fonction delta base des fonctions delta de Dirac. La fonction delta de Dirac, alors, la propriété de la fonction delta regard, on a par définition ou par propriété de la fonction delta, on a psi de R est égal à l'intégrale de dr3' de 0 fois psi de R0 delta de R moins R0. Ça, c'est une propriété de la fonction delta de Dirac. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est la même chose que tout à l'heure, hein? On ne l'avons pas dit. C'est la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire que ça, c'est une somme-somme. Ça, c'est les coefficients. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est somme sur CI fois UI. Les UI ici. Mais seulement ça, c'était avec la base continue, la base discrète. Et ça, c'est la base continue. Donc, ça veut dire que psi de R se développe sur les éléments de base.
epsilon R0 de R est égal à delta de R moins R0. Delta de R moins R0. C'est exactement la même chose. Hein? Si vous avez un somme CI, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un ensemble, une fonction, un élément de l'espace qui se développe suivant les éléments de manière unique, les éléments forment une base. Donc ça forme une base. Et ça, c'est tout simplement les coordonnées, ou la coordonnée ou les coordonnées sont données par analogie toujours, un psi de R0 est égal, donc c'est somme, c'est le produit scalaire de epsilon R0 fois psi. Epsilon R0 fois psi, c'est-à-dire, bon, si on peut effectuer le calcul, bah, ça donne tout simplement, donc c'est psi de R0 fois psi, c'est donc l'intégrale de dr3,0 de R0, de epsilon R0 étoile de R fois psi de R. La psi de R. C'est-à-dire, bon, ça c'est ce qu'on connaît déjà, hein, c'est-à-dire c'est l'intégrale de dr3, delta de R moins R0 fois psi de R. Psi de R. Alors, de la même façon, hein, par analogie, on ne va pas faire les démonstrations ou tous les calculs. La relation de fermeture, la relation d'orthonormalisation, c'est-à-dire on prend le produit scalaire entre deux éléments de base R'0 et epsilon R'0, deux éléments. Et si on effectue le calcul, bah, c'est donc l'intégrale de dr3 de epsilon R0 R étoile fois epsilon R0 de R, R'0 de R, et ça donne delta de R0 moins R'0, si on effectue tous les calculs. La relation de fermeture, c'est l'intégrale sur tous les éléments sur dr0 de epsilon R0 de R, epsilon R0 de R', et bien ça donne delta de R0 moins R'. Delta de R0 moins R'0. Delta de R' de R0, R' ici. Delta de R moins R'. Voilà donc, pour résumer ce cours, on dit tout simplement donc, le formalisme mathématique, il est basé sur le fait que l'état, il est décrit par une fonction d'onde. C'est le module au carré qui a une signification physique, c'est la probabilité ou la densité de probabilité. Et ensuite, nous avons imposé, pour expliquer le phénomène d'interférence, on a imposé le fait qu'on observe ψ1 plus ψ2, c'est-à-dire que les fonctions d'onde peuvent être linéairement superposables. À partir de là, donc du fait de la physique, hein, ça veut dire que ce qu'on observe, c'est le module au carré, c'est la probabilité. Et ensuite, le principe de superposition, nous avons déduit que ces fonctions d'onde doivent être d'abord de carré sommable, que la structure de l'espace auquel ils appartiennent, c'est tout simplement un espace vectoriel sur lequel nous avons défini le produit scalaire, et cet espace vectoriel, nous l'avons muni, là, à ce stade, nous l'avons muni de trois bases, la base discrète, la base des ondes planes et la base des fonctions delta du Dirac. Voilà, je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.